pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais je pense que tout le monde me connaît, je m'appelle Hélène Caroline Fournier. Je suis la commissaire de cette exposition-ci et je suis l'agent aussi de l'artiste Muriel Caillé. Muriel qui ne pourra pas être ici ce soir parce qu'elle est française, elle est en France. Elle ne peut pas se déplacer pour l'occasion. Donc c'est moi qui vais la représenter. Avec grand plaisir parce que c'est une artiste très sympathique. Donc, je vais faire brièvement la présentation de l'artiste, son travail, sa démarche, et ensuite je parlerai un peu de l'art abstrait au Québec, parce que je sais que Mme Hugo est venue pour m'entendre parler d'art abstrait. Donc, qui est Muriel Caillé? Muriel Caillé est née en 1961 à Paris, près de Paris, c'est-à-dire. Elle a été médiatrice pendant près de 15 ans, mais aussi conseillère littéraire et animatrice d'ateliers. Donc, c'est une art thérapeute qui s'est spécialisée dans le récit de vie. Donc, le récit de vie comme outil de relation à l'autre, de sa vision de soi, mais aussi comme outil de développement personnel. Artiste coloriste, elle est considérée comme une artiste coloriste également. On pourrait la qualifier de compagne de voyage, car son travail est un geste d'accompagnement à la création. Elle anime des ateliers d'art-thérapie en France. Il lui arrive de travailler avec des enfants atteints d'autisme. Donc, l'art-thérapie leur permet parfois de communiquer avec le monde extérieur. Dans des cas exceptionnels, les enfants parviennent à peindre ce qu'ils ne peuvent verbaliser. Ils extériorisent d'une certaine façon ce qu'ils vivent intérieurement. Donc, Muriel Caillé devient alors une véritable compagne de voyage car elle les accompagne dans l'acte créatif. Elle est issue de l'école du Louvre. Elle est considérée comme experte en art. Elle expose régulièrement dans 13 pays, dont le Canada, depuis 2004. Elle fait en moyenne 25 expositions par année, en plus de ses expositions permanentes dans une quinzaine de galeries dans le monde. Variation voyage, cette exposition-ci, et sa première exposition qu'elle se met sur le territoire canadien. Depuis 2004, elle a reçu une cinquantaine de prix de distinction, ce qui est exceptionnel pour sa peinture, dont des titres de reconnaissance professionnelle tels que académicienne associée en degré supérieur de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Louis en France, académicienne conseil de l'Académie internationale des Beaux-Arts du Québec, chevalier académique du Verbano de l'Académie Grecchi-Marino en Italie, etc. Il faut rajouter à ces titres quelques médailles d'or, de bronze et d'argent, décernées par des organismes et des villes d'Europe, et des prix de salons d'art contemporain, des salons internationaux. Il y en a beaucoup en Europe, ici il y en a beaucoup moins. C'est une artiste très prolifique, grandement appréciée par les collectionneurs, qui pratique des prix abordables, malgré sa notoriété internationale. Donc ici, vous avez des œuvres qui commencent à 300 $, les petites là-bas, et jusqu'à 1000, les grandes qui sont derrière le mur, qui sont rouges, là, très visibles. Donc c'est entre 300 et 1000 $. L'absence de préméditation dans sa peinture laisse part au besoin vital de s'exprimer, pas seulement en ce qui concerne la peinture, mais aussi pour l'écriture, car Muriel Caillé est également auteur de près de 20 nouvelles et romans signés Muriel Lezac. Pour l'artiste, la création est un besoin immédiat à satisfaire. C'est ni plus ni moins qu'un acte de foi à travers l'art. Par les mouvements qu'on retrouve dans sa peinture, par la force de ses couleurs, elle nous renvoie à la connaissance de nous-mêmes, de nos limites, de nos défauts, à la structure même de notre intérieur, plus ou moins marquée par la vie. À travers son expérience de vie et à travers son art, qu'il soit peint ou écrit, le travail de Muriel Caillé nous en apprend sur nous-mêmes. L'exposition Variation Voyage, ici, de Muriel Caillé, est présentée à la Maison de la Culture jusqu'au dimanche 25 septembre. C'est l'exposition qui marque une étape importante dans sa vie. Elle vient d'avoir 50 ans, le 3 septembre. Donc l'exposition a commencé le 12 septembre. C'est une exposition exceptionnelle, car on retrouve 35 de ses œuvres ici, entre ces lieux.
Ensuite, pour voir à nouveau de ses œuvres, il faudra vous déplacer à l'espace contemporain du 20 au 25 mars 2012 à la Grande Exposition internationale d'Asie. Puis à Roberval, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 31 mars au 6 juin 2012, dans le cadre de l'International à Roberval. Puis du 1er au 30 septembre 2012, à la Galerie d'art Vigneault, à Repentigny, dans le cadre de Zoom sur l'art. Je serai toujours la commissaire d'exposition de ces événements, mais à l'instar de cette exposition-ci, elles seront collectives. Donc, il y aura beaucoup moins d'œuvres d'elles qui seront présentées. Maintenant, j'aimerais parler de l'art abstrait au Québec. J'ai souvent écrit sur le sujet, notamment dans les revues que j'édite. Vous pouvez d'ailleurs le consulter ici à l'avant ou en acheter. Ça, c'est mon dernier. C'est Au-delà des frontières. Il est sorti cet été. Donc, pour en revenir à l'art abstrait, l'art abstrait prend peu à peu sa place, mais le marché québécois est plutôt porté vers l'art figuratif, comme vous le savez. On ne peut pas le blâmer, car les grands peintres québécois qui ont fait l'histoire de l'art au Québec étaient avant tout des peintres figuratifs. Il a fallu attendre les décennies 1940, 50, 60, les années d'après-guerre et à l'époque de Maurice Duplessis, dite de Grande Noirceur, pour voir se dessiner des Paul-Émile Borduas, des Alfred Pellan et d'autres grands artistes qui suivront l'amorce de cette révolution culturelle. L'abstrait, au Québec, s'est donc réveillé avec le manifeste du refus global et la révolution culturelle qui a suivi. Néanmoins, les automatistes, c'est comme ça qu'on les appelait, et les partisans d'Alfred Pellan étaient plus exposés à New York et à Paris qu'au Québec. Lui, Opel était de retour de Paris et il a rapporté avec lui quelque chose en plus. Finalement, ces artistes ont fini par être isolés. Même les médias se sont détournés d'eux, laissant les artistes sans voix pour se défendre. Il faut dire que le refus global s'est attiré plusieurs ennemis. Même le milieu artistique n'était pas unanime. Le succès du refus global n'a duré en réalité que 2 mois. Le gouvernement a riposté et les journaux ont cessé de publier les lettres des artisans du manifeste en réponse à l'oppression dont ils étaient victimes. La rétrospective de l'œuvre de Borduas, prévue à l'Université de Montréal, a été annulée. Tous voulaient les faire tomber dans l'oubli. Le groupe des automatistes s'est dissous suite à ça. La répression a découragé les artistes. Borduas a tout de même essayé de les réunir, mais il n'a pas trouvé tout le monde et ni la passion qui animait autrefois le groupe de ces artistes. À cette époque, le milieu de l'art visuel était surtout réservé à l'élite intellectuelle. C'était pas à la portée de n'importe qui. Peut-être en serait-il autrement aujourd'hui si les journaux n'avaient pas dénoncé le manifeste du refus global. L'étouffement qu'a provoqué le gouvernement a touché personnellement plusieurs artistes signataires du manifeste. Le principal touché a été, très évidemment, Paul-Émile Borduas. Il a perdu son travail d'enseignant, il s'est retrouvé à la rue avec sa famille. Il s'est exilé à New York puis à Paris, où il est décédé en 1960. Il n'a pas été le seul à s'exiler. Priopel, le duc, Ferron, Maltais et même Pellan sont allés en France, à Paris. La répression a laissé un sentiment d'impuissance aux artistes du domaine des arts visuels au Québec et ils ont l'impression même aujourd'hui qu'ils doivent s'exiler pour réussir. Ces artistes ont laissé un gros héritage aux peintres québécois. C'est seulement après le manifeste qu'on a vu l'émergence de l'art abstrait au Québec. Au cours des années 1950, les artistes ont continué la révolte annoncée par Borduas et Pellan. Ils ont continué à vouloir s'affirmer. Ce n'est qu'en 1959 que le Musée des Beaux-Arts exposera les œuvres des jeunes signataires et les textes du refus global. Il faudra attendre 40 ans avant qu'une bibliothèque porte assez d'attention à cet écrit pour exposer les textes, dessins et photos qui constituent le manifeste en entier. Le manifeste a été publié à 400 exemplaires seulement.
La répression du gouvernement Duplessis a donc tenu longtemps le manifeste dans cet oubli. Avec un tel bagage historique derrière nous, comment voulez-vous que l'art abstrait soit dans nos galeries d'art et dans nos centres d'art dans la même proportion que l'art figuratif? Le public québécois commence tout juste à s'ouvrir à autre chose que l'art figuratif. Il n'en tient qu'aux galeries, aux centres d'art comme ici, de proposer plus d'art abstrait et de rendre accessibles les œuvres des artistes d'ici et d'ailleurs pour que le public découvre d'autres formes d'expression artistique. Vous savez, c'est en côtoyant l'inconnu qu'on apprend à connaître. Il faut démystifier l'art abstrait, l'expliquer si besoin est, apprendre au public à regarder une œuvre abstraite, à se laisser envahir et à l'apprécier. Dans le cas de Muriel Caillé, pour en revenir à cette exposition, son art est accessible à toutes les sensibilités car elle pratique le figuratif, le semi-figuratif et l'abstraction pure. Figuratif, dans le sens où on reconnaît des éléments, des maisons, des rues, des ponts, comme celle-ci qui est derrière le mur et celle-ci qu'on voit, c'est une rue. Semi-figuratif, dans le sens où l'on reconnaît une partie des éléments du tableau, comme ceux-là derrière, on reconnaît des petits bonhommes, des silhouettes. Donc, c'est semi-figuratif. Et abstrait, dans le sens où l'on ne reconnaît aucun élément figuratif, comme ceci, comme la rouge, comme celle-ci. L'abstrait ne veut pas dire qu'un tableau soit dénué de sujet. Chacun y voit ce qu'il veut, selon ses émotions du moment. Une œuvre abstraite, donc, à la maison, pourra s'adapter à vos états d'âme de tous les jours. L'abstrait nous fait voir l'invisible, l'indicible. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je vous répondrai. Et puis, si vous souhaitez en acquérir une ou plusieurs, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aller voir Mme Lavie, qui est ici présente, qui s'occupe de les acquisitions des œuvres. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez aller boire quelque chose, manger quelque chose. Je reste disponible pour le reste de la soirée. Voilà. Merci de votre écoute. Merci d'être venu. Avez-vous des questions? C'est vrai que je voulais vous poser la question. Non? Très intéressant. Madame Hugo, ça va? C'était très intéressant. Il y a des choses que je savais, il y a des choses que j'avais. Ah, c'est sûr que c'est tellement un univers vaste, complexe. C'est sûr qu'on n'en a jamais fait le tour. Voilà. Merci. Merci. Moi, je me dis. Oui. Cette exposition-ci se termine le 25 septembre et il y a d'autres expositions, mais elles seront collectives. Donc à Québec, du 20 au 25 mars, à Roberval, du 31 mars au 6 juin, à Repentigny, du 1er au 30 septembre. Je voulais savoir par rapport à ton manifeste du refus global. Je sais qu'il y a eu plusieurs signataires, mais dans le discours que tu mentionnais, il y avait beaucoup qui Riobel ou Alfred Pellan. Alfred Pellan n'en a pas signé. Alfred Pellan, c'est un artiste québécois. C'est le premier qui s'est fait reconnaître sur la scène française. Un artiste québécois, ça a été le premier. Riobel a été connu après. Mais c'est vraiment... Marcel Ferron a été signataire. Bourdieu a été l'instigateur des automatismes. Donc, c'est lui qui a vraiment pris tous les textes et a fait ce volume-là. Oui, et c'était très spécial à l'époque qu'il y ait presque autant de femmes que d'hommes signataires de cette chose-là, parce que c'était vraiment un monde d'hommes à ce moment-là. Et c'était pour dénoncer surtout l'influence du clergé dans toutes les strates de la société. Même le gouvernement. Oui, tu as vu des répercussions? Non, pas vraiment. C'était vraiment deux choses différentes. Ce qui se
passait en France à ce moment-là, c'était beaucoup plus avancé parce qu'il y avait Picasso, il y avait Matisse, il y avait d'autres grands peintres. D'ailleurs, Bordua a été les voir, Riopelle aussi a été les voir, donc il est revenu avec toute une forme de... Il s'était ouvert au mouvement de l'époque, au grand mouvement, alors que nous, on n'était pas encore partis dans le mouvement. Donc ça a été beaucoup plus tard que le mouvement abstrait, Picasso et compagnie est arrivé au Québec. Mais c'était comme... il a fallu que nos artistes s'en aillent pour être reconnus ailleurs. Mais ça a pris quand même, je dirais, peut-être 20 ans avant que, après sa première exposition à Paris, qui a été reconnue ici. 20 ans, c'est long, on est dans une carrière d'artiste avant d'être reconnu. Dallaire est venu par la suite. Pardon? Dallaire, le peintre Dallaire. Oh, je ne connais pas son histoire, Dallaire. C'est vrai, hein? Je ne connais pas son histoire. Mais c'est sûrement après, parce que c'est Bordua qui a vraiment lancé l'abstrait au Québec, finalement. S'il n'y avait pas eu lui, s'il n'y avait pas eu un vue global, je ne sais pas où on serait rendu la peinture. Il a fallu à quelque part une révolution. Elle était nécessaire, malgré qu'ils ont mangé beaucoup de misère, ces artistes-là. Ils se sont retrouvés à la rue, tout était contre eux, finalement. Même les journaux se débarrassaient d'eux parce qu'ils étaient gênants pour le gouvernement, parce qu'ils voulaient la révolution. Mais c'est pas seulement des peintres, qui l'ont signé. Hein? Il y a eu des artisans, des éclairagistes, des designers. C'était pas que des artistes peintres. Il était 16 pour signer le refus global. Mais parmi ces 16-là, c'était pas que des peintres. On peut dire des artisans, mais il y a quand même eu un éclairagiste. C'est un métier quand même. C'est pas artiste, c'est pas artisan. Donc il y avait des gens quand même qui ont voulu signer. Et des gens qui ont, d'ailleurs j'ai la liste ici, si ça peut vous intéresser, parce que je la connais pas par cœur. Pauline Bordua qui était peintre, Madeleine Arnaud qui était designer, Marcel Barbeau, peintre et sculpteur, Muriel Guilbeault, actrice, Pierre Gauvreau, peintre et auteur de téléromans, Claude Gauvreau, poète et dramaturge, Louise Renaud, éclairagiste, Fernand Leduc, peintre, Thérèse Renaud-Leduc, poète, Jean-Paul Riopelle, peintre, Françoise Riopelle, danseuse et chorégraphe. Donc, c'est largement, on sort du cadre des pinceaux, là. Jean-Paul Mousseau, peintre, Marcel Ferron, peintre, François Sullivan, danseuse, chorégraphe, peintre et sculpteur, Bruno Cormier, psychiatre. Donc, on sort vraiment du côté artistique, là, pour rentrer dans quelque chose de... Maurice Perron, photographe. Donc, ça a été les signataires et ça a été publié le 9 août 1948 à Montréal. Et il a fallu attendre longtemps avant qu'on en reparle de ce manifeste. C'est pas que dans ce temps-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de figuration, une chose moderne pour voir où on suit. C'était vraiment le paysage, c'était vraiment... Ben, c'était quand même figuratif. C'était de l'abstrait dans le fond, parce que c'était automatiste. Automatiste dans le sens que c'est dénué de toute idée préconçue avant l'acte de création. Donc c'était des choses, peut-être à la fin, quand ils finissaient leur toile, ils se disaient ça ressemble à peut-être un corbeau dans une bouteille. Donc après ça, ils mettaient le titre. Et ça donnait un indice à la personne qui était en face qui disait « Oh oui, je reconnais, c'est un corbeau dans une bouteille » parce que le titre le disait. Mais dans le fond, c'était plutôt automatique. Il ne faisait rien sans idée, sans croquis préalable. C'était vraiment tout de suite jeté, tout de suite le mouvement, l'impulsion qui était transmise sur l'œuvre directement. Donc, ça avait toutes les chances d'être abstrait. Parce qu'il y a des peintres italiens, on parle beaucoup des Français. Puis, nous autres, on a eu ces peintres, mais italiens, on dirait qu'on n'entend pas parler de ces... Pourtant, ça a été presque les pionniers. Parce que... là, on voit ce qu'ils ajustaient par rapport aux Français. Mais avant, les peintres italiens étaient réputés pour
la peinture religieuse. Oui, les Florentins. Hein? C'était très C'était vraiment, justement, Florence, c'était vraiment un berceau culturel incroyable qui se démarquait presque du reste du monde. Mais ça a été beaucoup plus avant. C'était vraiment à une époque autre. Là, je parle des années 40, 50, 60, ici au Québec. Je parle juste d'ici. Mais l'art avait vraiment une évolution différente dans le reste du monde. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Quand on va en Europe, l'art qui se pratique est beaucoup plus abstraite qu'ici. Je dirais que c'est la proportion inverse. C'est 20% figuratif, tandis qu'ici, c'est 80%. C'est carrément le contraire qu'on remarque. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on commence tout juste à vouloir essayer que ça perce, mais c'est une question d'éducation publique aussi. Si le public n'en voit jamais, il ne peut pas aimer ou apprécier ou découvrir de nouvelles choses. Il faut continuer à exposer même si on sait que les gens... Oui, exactement. C'est en persistant, comme on l'a vu avec le refus global, c'est en persistant qu'on fait passer les idées, qu'on fait passer les choses au public. Encore faut-il avoir un public qui est réceptif à ce genre de choses. Pas d'autres questions? Voilà.